Pendant que Sarah s'installe, juste à introduire la communication. En fait, on va, j'ai envie de dire, accomplir nous-mêmes un parcours. Donc, on a commencé avec Sophie, la genèse, Marie-Ève, l'élaboration, et puis ce que Sarah, en fait, a analysé, c'est la réception du parcours si Michel Tremblay m'était compté, dont nous a parlé un peu plus tôt Sophie. Donc, on a deux personnes qui ont fait l'expérience et donc qui rendent compte de leur propre parcours. Génial. Bonjour à toutes et à tous. Ma recherche donc porte sur la réception de la promenade littéraire Si Michel Tremblay m'était compté. Ce projet a été encadré par Sylvain Brem à l'occasion des stages d'été 2023 offerts par Labyrinthe. Donc, les travaux consacrés aux promenades littéraires révèlent la grande diversité des contenus, des supports et des circuits proposés d'une promenade littéraire à l'autre. Il signale également que la promenade littéraire est un genre difficile à définir en raison du caractère pluridisciplinaire de son dispositif et de ses évolutions constantes. Toutefois, comme le soulignent les travaux de Rachel Bouvet, la promenade littéraire implique une déambulation au sein d'un lieu réel. Comme l'ont montré Marie-Ève et Sylvain précédemment, c'est pourquoi Rachel Bouvet qualifie la promenade littéraire de lecture augmentée. Alors, de manière semblable au parcours consacré à Marie Huguet, la promenade Si Michel Tremblay m'était compté associe étroitement un lieu, en l'occurrence le plateau Mont-Royal, et un contenu sonore. Conçu initialement pour les élèves du 2e et 3e cycle du primaire, ce parcours sonore présente de manière ludique la principale source d'inspiration des premières œuvres de Tremblay, le plateau Mont-Royal de son enfance. Ainsi, cette promenade littéraire se déroulant au plateau Mont-Royal se réalise en 1 heure. Le circuit débute face à l'appartement de l'auteur, rue Fabre, et s'achève à l'entrée du parc La Fontaine. Le dispositif s'accompagne de 2 supports principaux, une carte et un fichier audio téléchargeable. En consultant la carte, on remarque que le parcours est structuré en 10 points d'écoute, chacun correspondant à un élément du paysage urbain. Par exemple, la balise numéro 4, l'église Saint-Stanislas donne à entendre dans le fichier audio des éléments de contextualisation historique sur la Grande Noirceur et la gouvernance de Duplessis, la manière dont l'église rythmait la vie du quartier les dimanches et l'influence de la religion dans le quotidien du petit Michel et de ses proches. Dans cette promenade littéraire, le volet sonore repose sur un récit polyphonique. On retrouve la voix principale du narrateur omniscient, le célèbre chat Duplessis, personnage des chroniques du plateau Mont-Royal. À cela s'ajoutent les voix fictives des habitants, du petit Michel et de ses proches. La similarité entre les discours de ces personnages conçus par Marie-Ève et Portrait sonore et ceux issus de l'œuvre de Michel Tremblay, ainsi que l'entrelacement de leurs voix rend poreuse la frontière entre personnes et personnages à l'écoute du balado. De plus, cette immersion dans le plateau Mont-Royal des années d'après-guerre, teintée par la représentation qu'en a proposé Michel Tremblay, est favorisée par une multitude de contenus sonores enchâssés et parfois superposés à la narration principale. On entend par exemple des extraits de La grosse femme d'à côté est enceinte et des Belles-sœurs, un extrait d'une entrevue où le jeune auteur réagit aux critiques de ses œuvres, ainsi que des extraits publicitaires et radiophoniques des actualités de l'époque. Donc, les participants sont réellement immergés dans cette atmosphère. Donc, notre postulat est que le dispositif du parcours sonore ainsi que le promeneur mobilise l'un et l'autre des imaginaires du plateau Mont-Royal, reposant sur l'interaction de 3 types de représentations. Donc, on a une représentation socio-historique du plateau Mont-Royal des années 50, une représentation du plateau Mont-Royal inspirée de l'univers fictionnel de Michel Tremblay, étant donné que c'est une médiatisation, et une représentation du plateau Mont-Royal tel qu'on le connaît aujourd'hui, contemporain. Cela nous conduit
Cela nous conduit à nous demander quelle forme prennent les rencontres de ces imaginaires du plateau Mont-Royal lors du parcours sonore et si Michel Tremblay m'était compté. Plus précisément, le fait que ce parcours sonore suscite un fort investissement subjectif, on va se demander si cela favorise la découverte ou la connaissance de l'univers de Michel Tremblay. Je vais faire une courte présentation des participants. Donc, initialement, dans mon échantillon de recherche, j'ai 3 participants, mais là, pour faute de temps, je vais en présenter 2. Donc, la première, c'est Laura. L'été dernier, elle avait 23 ans. Elle est originaire du Québec. Elle a grandi et a étudié à Massuville. Elle a déménagé à Mont-Royal il y a 2 ans pour poursuivre ses études en baccalauréat en sexologie. Dans un second temps, on a Ilias, qui avait 29 ans à l'époque de la promenade. Il a grandi en Kabylie, puis il a déménagé à Alger, donc à la capitale, pour poursuivre ses études universitaires en arts appliqués. À l'obtention de ses diplômes, il s'est installé à Montréal. Maintenant, ça fait 4 ans qu'il vit ici. Donc les deux ont vraiment des parcours très différents et aussi on va avoir par exemple Ilias qui lui va déclarer ne pas être un grand lecteur alors que Laura est vraiment férue de littérature et encore plus des œuvres de Michel Tremblay, ce que je ne savais pas avant justement la réalisation des entrevues. Donc pour la méthode de collecte de données, elle s'organise en 2 volets. Donc, je vais seulement étayer le premier volet de ma collecte de données qui est un peu plus atypique. Donc, il se divise en 2 étapes, une création réalisée par les participants et une entrevue libre. Lors de la première étape, pendant ou après la réalisation du parcours sonore, les participants ont eu l'occasion de créer une œuvre plastique ou photographique. La consigne initiale était qu'ils puissent, à travers un geste créatif, donner à voir leur réception de la promenade littéraire. Dans le schéma projeté à l'écran, on peut constater que la création et l'entrevue sont interdépendantes car les créations m'ont servi de support, de point de départ et de catalyseur à la discussion. Dans la mesure où nous nous sommes intéressés aux formes que prennent les rencontres des imaginaires du plateau Mont-Royal, il nous semblait intéressant de réfléchir à une méthode de collecte de données qui pourrait créer un cadre favorable pour les participants à l'expression de leur investissement subjectif, mobilisé à l'occasion du parcours sonore. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'associer à la création une entrevue libre. Parmi les méthodes d'entrevue, celle-ci s'avère la plus adaptée pour permettre aux participants d'évoquer ce qu'ils ont, eux, considéré essentiel dans leur expérience. Donc, par exemple, ici, projeté à l'écran, on voit la création d'Ilias, donc, où il a mis les éléments essentiels qui, selon lui, étaient très présents dans son imaginaire pendant la déambulation. Et d'ailleurs, ce que j'ai su finalement, après avoir réalisé cette méthode de collecte de données visuelles, c'est que cela m'a permis, au-delà d'enrichir la discussion, dans l'extrait de l'entrevue d'Ilias projeté à l'écran, j'ai vu que cette collecte de données a eu un impact sur son expérience in situ, dans la mesure où la création l'a invité, avant en fait de faire la réalisation de la promenade littéraire, comme il savait qu'il allait devoir faire une création à la fin, il a davantage été conscient que son imaginaire était mobilisé pendant la déambulation littéraire. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sylvain et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthode de collecte de données. Ok, donc c'est ça. Moi je vais présenter le compte rendu d'expérience de Laura.
celle qui, a priori, a entre guillemets, le plus mal réagi. Donc, je vais expliquer pourquoi. En fait, on va essayer de montrer comment, dans les deux cas, il y a eu un fort investissement subjectif. Dans le premier, ça a fait un peu écran. Dans le deuxième, au contraire, ça a complètement, ça a été au-delà même de nos espérances. Donc, dans le cas de Laura, donc Laura, dont a parlé déjà plus tôt Sarah. Donc, Laura est une lectrice informée, donc qui va d'emblée, en fait, mobiliser un horizon d'attente, donc une précompréhension de l'œuvre, en indiquant de facto qu'elle a déjà étudié au théâtre. Donc déjà, elle a pas simplement un regard de littéraire, elle a un regard de dramaturge, de quelqu'un qui a étudié en théâtre. Donc elle connaît bien l'œuvre, elle a même vu des pièces musicales, enfin des adaptations musicales des Belles-Sœurs, et c'est à la fois une connaissance scolaire et une connaissance plus, on va dire, personnelle, plus intime. Donc vraiment, elle a un imaginaire de l'œuvre de Tremblay qui est assez informé. Peux-tu passer s'il te plaît? Donc ça c'est la première forme de comment dirais-je, de son rapport subjectif à l'œuvre, pardon. Et là, de manière beaucoup plus négative, donc on va voir comment son investissement subjectif fait écran. Donc elle déclare en fait, pareil, assez rapidement lors des entrevues, que dans son imaginaire de l'œuvre de Tremblay, du moins dans ce qu'elle en a retenu et ce qui lui plaît, c'est justement la représentation que Michel Tremblay propose des personnages marginaux, notamment des minorités sexuelles. Et là, donc, elle s'attendait à retrouver ça dans l'œuvre. Et donc, elle déclare être finalement un peu déçue de ne pas avoir, encore une fois, vu ses attentes comblées. Et en fait, c'est elle-même qui invoque justement sa propre identité sexuelle. Et donc, encore une fois, il y a vraiment une résonance, ou une absence de résonance, en l'occurrence, entre ses attentes, son imaginaire de sujet lecteur, et ce que propose le contenu sonore du balado. Donc, dans le cas de Laura, on peut considérer que le discours métatextuel, en ce qu'on entend à travers notre casque d'écoute, donc échoue plutôt, du moins partiellement, à faire découvrir à la participante de nouveaux aspects de l'œuvre de Tremblay, parce qu'on a l'impression qu'au contraire, ce qu'elle connaît déjà fait totalement écran, ce qu'elle entend. Donc ne répondons pas à ses attentes, ça ne suscite pas vraiment d'intérêt, donc ça n'augmente pas sa connaissance de l'œuvre. J'ai envie de dire pire, comme on va le voir, comme le contenu sonore n'assume pas une fonction de médiation, ça va faire écran et ça va nuire également à l'immersion de Laura dans son parcours. Voilà, donc là, donc je parlais plutôt de médiation au sens c'est le discours métatextuel sur l'œuvre. Là, ce qu'elle signale, c'est que les voix lui semblent exagérément, puis elle insiste bien, très 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 caricaturales, on l'a retenu exprès. Donc la répétition du trait marque évidemment sa réaction subjective très forte, encore une fois en l'occurrence négative. J'ai envie de dire peu importe, ce qui compte c'est que ce soit subjectif. Donc là, c'est vraiment de l'ordre du formel. Tantôt, c'était plutôt le fond qui semblait la déranger. Là, c'est l'aspect formel. Ce qui est intéressant aussi, quand on en discutait avec Sarah, pardon, je deviens carrément schizo, c'est de se dire, c'est comme si Laura n'avait pas réussi à se mettre dans la peau du public visé, en fait. Puisqu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'une part, évidemment, elle est adulte, mais elle peut quand même essayer de s'imaginer comment des enfants réagiraient. Et en plus, ce qui nous semblait particulièrement fondé dans ses choix esthétiques, c'est que la promenade s'intitule bien « Et si Michel Tremblay m'était compté ?» Et on nous parle de l'enfance de Michel Tremblay. Donc c'est comme s'il y avait en plus une incapacité à rentrer dans cet univers qui est non pas celui de Michel Tremblay adulte, mais de Michel Tremblay enfant. Bref, donc, incommodé par les voix, la répétition de l'adverbe très, donc signale bien qu'il y a, bon, c'est insupportable, en tout cas pour elle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que elle ne s'appuie finalement sur aucune connaissance objective. Donc je ne sais plus si Sarah l'a évoqué, mais il y a des contenus d'archives dans le contenu sonore. Donc il n'y a pas de lien. Sa réaction, en fait, elle n'est pas étayée par regardez dans les documents d'archives, les gens ne parlent pas comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement filtré par sa propre subjectivité. Et en plus, paradoxalement, elle enchaîne du même souffle en disant, je la cite, donc après avoir dit que c'était très 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 caricatural, elle enchaîne en disant ça sert au fait de vraiment montrer que c'est un quartier populaire. Donc il y a une espèce de paradoxe qu'on n'a pas d'ailleurs réussi à résoudre. Donc on s'est dit peut-être que finalement, elle explique ce paradoxe, ou du moins on explique ce paradoxe en considérant que Laura adopte une posture analytique. Donc elle n'aime pas, mais elle arrive à justifier le choix de ses voix
parce qu'effectivement, ça fait plus couleur locale. Bref, une espèce de truc un peu étrange. N'ayant pas pu creuser plus la question, on est resté face à ce paradoxe. Donc là, c'est plutôt ce qui fait écran. Il y a quand même quelque chose, par contre, qui va assurer une espèce de réancrage dans l'expérience. Et c'est mon dernier volet. C'est l'interaction. Là, j'ai parlé du volet sonore, mais c'est bien un parcours sonore. C'est l'interaction entre justement le volet sonore et le lieu. Et ce qu'elle déclare, là par contre je vais le lire intégralement, je pense que j'aurais encore plus décroché si je m'étais pas promené dans de vrais lieux. Je pense que c'est vraiment l'itinéraire que j'ai le plus aimé. Et lorsqu'il disait « Ah, si tu regardes en haut, tu verras le reste de la poulie, etc. » Quand il venait vraiment nous chercher et faire un lien entre l'audio et le visuel que nous en avions, je trouvais que c'était les meilleures choses. Donc finalement, le volet sonore l'a fait décrocher, pour reprendre ses mots, mais l'ancrage dans les lieux lui permet quand même de vivre une expérience qui est, bon, on va dire, somme toute, plutôt pas trop réussie, mais encore une fois, l'ancrage dans le lieu permet quand même de faire intervenir sa subjectivité et de recréer un lien avec l'imaginaire de Michel Tremblay tel qu'il est proposé dans le parcours sonore. Et là, je redonne la parole pour de bon à Sarah. Alors, j'ai passé à une expérience un peu plus positive, c'est celle d'Ilias. Juste avant, je tenais à dire que j'avais été vraiment étonnée parce que j'ai énormément de données orales de sa part. Donc là, j'ai pas pu vraiment tout retranscrire, mais il s'est vraiment pleinement approprié la promenade littéraire et même au-delà de ce qu'on avait imaginé, de notre postulat. Donc c'était vraiment une rencontre très forte avec le lieu, le Montréal des années 50 et l'œuvre de Michel Tremblay. Alors, donc, comme je l'avais dit, le second participant a découvert au moment du parcours sonore l'univers fictionnel de Michel Tremblay et l'histoire du plateau Mont-Royal. En fait, étant donné qu'il a grandi en Algérie et qu'il a étudié, qu'il a fait toute sa scolarité même en Algérie, il avait étudié de loin l'histoire du Québec et du Canada, mais il ne connaissait absolument ni l'œuvre ni les œuvres de Michel Tremblay et l'histoire du quartier. Donc, en fait, c'est ce qui a fait qu'il n'avait aucun horizon d'attente. Mais pourtant, ça a favorisé une interaction entre le volet sonore et les lieux. Néanmoins, contrairement à la première participante, donc Laura, c'est davantage le volet sonore que le volet parcours qui a favorisé la rencontre des imaginaires. Donc, par exemple, lorsqu'il dit « la narration était très ludique », c'est envoûtant, la voix du petit Michel, de la grand-mère, du chat, cela crée des images dans ma tête. Donc ici, dans son cas, la résonance du volet sonore a amené Ilias à immerger pleinement dans l'univers fictionnel de Michel Tremblay, mieux encore de se l'approprier, donc vraiment de voir en même temps qu'il marchait comme une superposition entre ce qu'il écoutait, ce qu'il voyait dans le plateau Mont-Royal dans lequel il évoluait in situ, et finalement son imaginaire où il voyait les personnages. Donc, et aussi, à notre plus grande surprise, on a eu également au fur et à mesure de l'expérience une réaction subjective tellement forte de la part de Ilias, c'est-à-dire vraiment qu'il a mis à contribution son imaginaire, qu'il y a eu finalement un télescopage endogène, c'est-à-dire que vraiment il n'a pas eu besoin de la présence du lieu pour voir ce qu'il entendait dans l'audio. Donc c'était vraiment quand même un moment très fort. Je peux pas mettre tous les passages, mais il me décrivait véritablement son univers, ce qu'il voyait quand il déambulait. Finalement, on aurait pu lui mettre quasiment un casque, on aurait pu lui cacher les yeux, il aurait pu quand même me dire ce qu'il voyait. Donc, je cite, par rapport au passé, je me demandais comment était cette rue maintenant par rapport à ce que lui racontait. Donc, le chat du Plessis. J'essayais d'imaginer un peu les chevaux avec les chariots qui passaient par là. Je les voyais vraiment comme dans une fiction, un film ou un dessin animé.
Donc maintenant, on va passer à ce qui m'a le plus pas impressionnée, mais vraiment je m'y attendais pas, parce que moi-même j'ai été plusieurs fois à Alger et j'avais jamais fait ces liens en fait finalement avec le Mont-Royal des années 1950 ou même le Mont-Royal moderne et la ville d'Alger. Donc en fait, je vais vous lire ce qu'il m'a dit à propos de ça. C'est quand en fait on regardait sa création et que je lui demandais qu'est-ce que signifiait finalement, pourquoi le clocher prenait autant de place dans son œuvre. Donc les clochers, c'est parce que j'ai découvert que le plateau Mont-Royal, c'est la ville aux 100 clochers. De ce que j'ai compris, c'est par rapport à l'influence religieuse passée de la société. Cela me ramène un peu à d'où je viens. En Algérie, pendant des années, il y a eu un peu l'influence de la religion dans la société qui influençait les mœurs et tous les codes. Ça m'a marqué. Je trouvais ça très similaire. Et il ajoute... et il ajoute la grande noirceur. J'ai découvert ça aussi. Ça m'a marqué. C'est un peu la décennie noire chez nous. Donc la décennie noire, ça fait un lien avec la guerre civile qu'il y a eu en Algérie et qui s'est terminée au début des années 2000. Donc là, finalement, on était étonnés de voir que à travers ce qu'il entendait du volet du contenu sonore, vraiment, ça l'a tellement impliqué dans son histoire personnelle, donc un réel investissement subjectif, qu'il a réussi finalement à se télescoper et à superposer l'Algérie de ses souvenirs et ce qu'il entendait du plateau Mont-Royal passé. Parfait. Donc, j'ai un dernier point également. Donc, on a un deuxième télescopage endogène, exogène, c'est le Mont-Royal des années 1940 et 1950 à la vie de quartier à Alger. Je vais vous dire un peu ce qu'il dit ici. C'est oui, le mode de vie. Quand je te parlais des petits garçons qui jouent dans la rue, des femmes qui se parlent du balcon, comment les plus aînés crient sur les petits, ça me rappelle un peu l'Algérie. En quittant l'Algérie, c'est toujours pareil. Il y a une vie de quartier. En fait, ici, Pancho fait vraiment un parallèle entre l'atmosphère sonore qu'il entend et lui, comment il se sent intérieurement quand il déambule. Finalement, parce que là, c'est vraiment finalement une résonance dans le sens où il se sent comme si il déambulait en Algérie. À un moment donné, il me disait le silence m'angoisse. Et quand je suis venue à Montréal, j'ai vraiment connu le silence et j'étais pas habituée. Et pour la première fois, quand j'ai écouté le balado, je me sentais serein, confiant comme en Algérie, parce que j'avais cette espèce de voix, de superposition sonore qui m'accompagnait. Et donc finalement, il me disait, ça aurait été chouette de vivre à l'époque du petit Michel, et je me serais sentie comme en Algérie finalement, mais à Montréal. Donc on a vraiment trouvé ça assez impressionnant de montrer finalement à quel point le dispositif, malgré justement l'éloignement culturel référentiel de Pancho, c'est justement comme le soulignait Marie-Ève avec Rosa, parfois c'est aussi un fragment du monde, quelque chose qui peut être vraiment éloigné de nous, qui nous ramène finalement à notre humanité et nous fait vraiment vibrer, avoir un contact particulier avec les lieux. Et ce que je trouve très beau en fait dans toutes les données que j'ai avec Ilias, c'est que vraiment en fait il s'est approprié avec son histoire le plateau Mont-Royal finalement. Comme le montrait Prado, où un lieu s'est composé d'un espace et d'un récit, le récit sonore qu'il a pu entendre lui a réellement permis de voir le Mont-Royal avec toutes ses couches, les traces laissées par le passé. Et également, on en a peu parlé ici, mais avec l'histoire ouvrière aussi du plateau Mont-Royal, où justement, vu que lui appartient aussi à la classe ouvrière, il y a vraiment eu aussi une résonance avec ça. Donc, comment ça a pu le toucher et finalement que physiologiquement, il se ressent comme s'il se baladait à la ville d'Alger. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très beau et très touchant
justement ces données qualitatives que j'ai pu avoir et que je pense je n'aurais pas eu autant d'informations sans justement le volet création, parce que c'est vraiment ça qui m'a permis aussi d'entrer un peu dans l'intimité du participant. Donc voilà.